là, l'idée maintenant, c'est de faire un temps d'échange. Donc, j'invite Brigitte Borja de Mozota à venir nous rejoindre et prendre un temps de réflexion sur le rôle du designer, peut-être les compétences du designer, voir comment est-ce qu'on peut un peu essayer de communiquer avec d'autres secteurs où on n'associe pas le design et réfléchir si on dit à des personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que pour vous le design associé à l'humanitaire, ça serait aussi intéressant de recueillir ce genre d'informations. Et donc, du coup, si vous voulez venir. Je trouve que c'est un excellent exemple, parce que vous avez tout le processus. Hein. Vous avez une demande, un brief, qui était un brief technique, hein, qui était vraiment dirigé vers le confort d'usage, le confort thermique, quoi, quelque part, l'amélioration, etc. Et puis on est arrivé à quelque chose qui était ailleurs, quoi, quelque part. Hein. Donc, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps en tant que chercheur, c'est comment ça se fait, quelque part, que le lien ne se fait pas entre l'humain et le design. Donc c'est même pas le design humanitaire, c'est le lien entre l'humain et le design. Et le problème, il est un peu là, c'est-à-dire que vous avez maintenant différentes disciplines de design qui se développent. Le sustainable design, vous avez experience design, vous avez du design humanitaire, vous avez tout ça. Le problème, c'est que le mot design, on ne sait pas ce que c'est. Donc, les designers, en fonction de contexte qui change, inventent une nouvelle discipline. Alors en ce moment, c'est l'UX, parce que c'est le digital, etc. Donc voilà, donc le contexte change, on a une technologie qui change, donc j'invente une nouvelle discipline du design. Moyennant quoi, si vous êtes en face et que vous ne connaissez rien au design, c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'avant, grosso modo, on avait un peu une idée qu'il y avait le design graphique, qu'il y avait le design des espaces, qu'il y avait le design des produits. Puis maintenant, on commence à comprendre un petit peu que peut-être il y a des designers dans les sites web et dans nos applis, dans nos ordinateurs. Enfin, grosso modo, c'était ça. Hein. C'est-à-dire que des disciplines de design qui partaient de la forme qu'on allait créer, de l'objet que l'on veut créer. Et donc, moi j'essaie de faire le lien entre les deux. Hein. La chaise jaune, la chaise noire, je suis là. Hein. Et je suis là depuis 40 ans et ça ne marche pas. Donc il faut que ce soit très clair. Ça ne marche pas. C'est parce que... Pourquoi ? Voilà. Parce que il faut que chacun fasse un petit pas, quand même. Alors, puisqu'on avait dit qu'on parlait d'éducation, et on posait la question, comment faire pour qu'il y ait plus d'humanitaires, plus de designers qui s'intéressent à l'humanitaire. C'était un peu la question que m'avait posée Cédric, etc. Comment faire pour que dans les écoles de design, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas photo, dans les écoles de design, on s'occupe de l'humain. Sinon, on ne va pas dans le design. On reste artiste. Quand vous rentrez dans le design, c'est que vous voulez créer de la valeur, un monde meilleur pour quelqu'un. La base du designer, c'est ça. Un monde meilleur pour quelqu'un. Voilà, donc en fait, le changement qu'il faut faire déjà quand on pense design, c'est penser humain. Parce que sinon, le design, il n'existe pas. Déjà. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser l'objet créé par le designer, il faut penser au designer d'abord. Et à ce qu'on enseigne dans des écoles de design. Et on n'enseigne pas uniquement le dessin, la créativité. On enseigne les sciences sociales et humaines, on enseigne avec beaucoup de choses au niveau de la recherche, on essaie de développer des qualités d'empathie pour que les designers puissent aller sur le terrain. On va développer
possibilité d'observation. C'est pas pour ça qu'ils vont devenir des ethnologues, mais disons qu'il y aura un schéma de base qui sera ces compétences-là. Et bien sûr, il y aura des compétences qui sont de l'art, du domaine de l'art et de la culture, et souvent aussi, on vient du design parce qu'on aime bien dessiner. Ça, on n'est pas contre. Mais vous avez aussi des designers qui vont venir au design parce que sont des bidouilleurs, sont des bricoleurs, ils adorent le côté technique des choses. Hein. Et donc vous allez avoir des profils comme ça qui vont venir un peu des trois axes. C'est pour ça que j'aime bien cette scénographie avec le triangle, parce que moi ça me va le triangle. Très bien. Parce que le problème de notre non-compréhension du design, c'est qu'on n'a pas le triangle, nous, les non-designers. C'est-à-dire qu'on voit qu'une des dimensions du triangle. J'ai fait un petit crowbar là, vite. Hein. Vous avez l'art, vous avez l'usage et l'humain, et vous avez la technologie. Et ça vous fait un objet. Et dans tout objet, vous aurez toujours ça. Et ça, pour nous, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que vous êtes dans un espace à 3 dimensions. Et généralement, quand on n'a pas été dans le domaine de l'art, du design, etc., on vous a expliqué qu'il fallait prendre un truc très complexe et ensuite le séparer en différentes dimensions. Alors, je prends une entreprise, vous êtes entrepreneur, etc. Vous allez dire, vous allez embaucher quelqu'un pour les ressources humaines, embaucher quelqu'un pour la R&D, embaucher quelqu'un pour le marketing, pour la province. Et du coup, tout le monde va travailler comme ça. Et puis, vous aurez de temps en temps un comité de coordination, etc., où tout le monde va dire, c'est moi d'abord, moi la technique, moi le marché, moi, etc. Donc on a des guerres d'ego après, hein, des guerres de pouvoir entre la culture d'une organisation, finalement, elle devient des ficelles, il y a plein de trucs là, de ficelles, des ficelles qu'on tire, quoi. Et donc, on a un truc qui s'appelle le design, qui est la science de la conception, qui explique, qui est dans un univers à 3 dimensions. Et on veut le mettre dans un truc qui est à 2 dimensions. Ben, ça ne marche pas. Et il faut le dire, ça ne marche pas. Ça ne commencera à marcher quand on pensera l'entreprise en 3 dimensions. Donc c'est pour ça, l'entreprise, je vais prendre la chaise noire, il faut qu'elle accepte de mettre un peu de jaune pour comprendre que c'est une forme comme une autre, que c'est un système de formes, qu'elle existe d'une manière tangible, et que le fait qu'elle existe d'une manière tangible exige qu'il y ait quelque part une place pour ce mode de pensée dans l'entreprise. Et là, ça veut dire que les petits designers doivent faire un petit pas vers la gestion. C'est-à-dire, les designers sont très bons en gestion de projet. Quand ils sont bons, ils font de la gestion de projet sans le savoir, quelque part. Parce que dans l'éducation, dans le monde du design, on a toujours une éducation qui est basée sur le projet. Ce qui n'existe pas dans nos masters. Moi, je viens du monde de la gestion, des mathématiques, etc. La notion de projet, ça n'existe pas dans notre éducation. De temps en temps, on nous raconte des études de cas, on nous fait un peu raconter des trucs qui marchent, etc. Mais l'éducation dans le monde du business ou dans les centres de l'âge, un petit peu le projet dans les écoles d'ingénieurs, mais enfin dans l'école de business, on oublie la notion de projet, c'est pas ça, c'est pas la base. Donc il y a quelque chose qui est très fort dans l'éducation des designers, c'est l'éducation par le faire et par le projet. Alors, ça fait un certain nombre d'années que je suis militante, hein. Mais là, je dirais la troisième boucle, quelque part. Si je parle un petit peu de comment on pourrait peut-être y arriver pour que le jaune et le noir se mélangent. Ma première boucle, c'était de dire, est-ce que les designers créent de la valeur? Parce que du coup, ils viennent vers le noir. Parce que le noir, c'est la valeur. On crée une valeur économique quand on a une entreprise. Sinon, on n'a pas d'entreprise. Hein.
Donc, la première partie du travail, ça a été de trouver les 20 variables où le designer crée de la valeur. Et de le faire avec une logique. C'est des variables qu'un manager, qu'un dirigeant, qu'un entrepreneur va comprendre. Okay. Deuxième partie, quand on a ça, on s'aperçoit finalement qu'il y a 3 manières de voir cette valeur quand on est dirigeant d'entreprise. Il y a des clusters là aussi. Il y a des dirigeants qui voient le design du côté du marketing, de la communication, de la perception. Donc ils vont être, voilà, moi j'accepte ça. Le design art, ça va. Et moi c'est ça que je veux. Il y en a d'autres qui vont dire, oh mais vous allez m'aider à mieux comprendre mon marché. Vous allez observer. Vous allez développer la culture du projet, la culture du faire ensemble avec les clients, avec les usagers, etc. Et donc, ça commence à transformer quelque part la culture de l'entreprise. Et donc, un dirigeant peut se dire, je veux changer la culture de mon organisation, qu'on soit plus, au lieu d'avoir les silos, qu'on soit plus dans la collaboration, dans la coordination. Et maintenant, en ce moment, c'est beaucoup open innovation, on va chercher ailleurs, on fait des partenariats, etc. Donc, je ne veux plus des silos, etc. Aidez-moi à changer de culture par le côté, quelque part, de la compréhension de l'humain. Donc, dans sa diversité, etc. Et puis, il y a des dirigeants qui disent, oh ben non, moi, vous venez m'aider là parce que vous allez me faire de l'intelligence artificielle, des robots, vous allez m'aider à aller d'une manière prospective, de la data visualisation, de ça. Et donc, venez m'aider, mais je vous mets là. Et puis, il y a ceux qui disent, le designer, il sera au milieu, il aura une direction du design et il fera les 3 en même temps. Et là, du coup, vous transformez l'organisation. Alors, pour avoir un peu travaillé dans le domaine de l'humain, pas vraiment travaillé, mais côtoyé des projets, des étudiants, etc., je trouve très pertinent la démarche de madame qui nous racontait qu'on part de l'artisanat d'art et on essaie de faire quelque chose qui est plus dans l'adéquation avec un marché, donc quelque part faire un business, et en plus protéger les personnes, réfléchir à la manière dont le produit artisanal va être fabriqué, et en plus réfléchir effectivement à la technologie, à la matière qu'on va utiliser. Bon. Et donc travailler avec des designers parce que on a quelque part une culture à préserver, mais on va travailler avec les designers parce qu'on va être dans l'empathie, de la compréhension de la personne, et en même temps on va essayer de voir un peu avec quels matériaux elle peut travailler, et ses possibilités. Et du coup à la fin on aura une forme qui sera différente. Maintenant, si vous voulez, ce que je vous dis, dans un monde idéal, on comprend la valeur stratégique du design. Alors en ce moment, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je vous parle un peu de la 3e boucle. Hein. La 2e boucle, ça a été de comprendre que même s'il y a 20 variables où le design crée de la valeur, les entreprises sont dans 3 clusters. Hein. Donc le design pour la différenciation, je veux une forme qui est différente, plus sympa, machin, etc. C'est ce que je comprends de votre truc. Hein. Ou le design pour la coordination, ou le design pour la transformation de la culture. Ça va? Donc là, j'avais 33 entreprises européennes quand j'ai fait l'étude. Maintenant, je vous pose la question, je la pose généralement à chaque fois. Différenciation, coordination, transformation. Où étaient les 50%? Ils étaient 33. Il y en a 16 qui étaient d'accord pour dire oui, c'est là. Donc c'est le premier cluster, c'était ça, à votre avis. Pardon?
différenciation. Ben oui. Hein. Donc c'est une étude de 2002, on est en 2020, et j'ai toujours la même réponse qui est fausse. Parce que les dirigeants avaient déjà compris, c'était des dirigeants qui savaient ce que c'était que le design. J'ai oublié de vous préciser, hein. Mais des dirigeants qui avaient eu du travail avec des designers dans leurs différents pays, etc., et qui venaient à Paris pour recevoir le prix européen du design. La première valeur du design, elle est managériale. Alors généralement, ce n'est pas un discours qui passe dans les écoles de design. On est bien d'accord. Mais c'est prouvé. À plein de niveaux. Accélération du processus. On voit très très bien les exemples qu'on nous a donnés. Faire des prototypes, ça accélère. Hein. Vous avez un prototype, les gens ils sont autour, ils parlent, ils se parlent, etc. Il n'y a même pas besoin de faire des comités de coordination. Ça se fait absolument. Hein. Pour un dirigeant, lui, il est ma voiture, ma nouvelle voiture, je ne la veux pas dans 7 ans, je la veux dans 3 ans. Comment je fais pour gagner du temps? Parce que quand on est en business, vous savez, finalement, on a 2 ou 3 variables à gérer. Hein. Mais le temps est sûrement le plus important. Donc, un dirigeant, il voit qu'un truc, ça mettait 3 ans, maintenant tout d'un coup, ça met 6 mois. Il se dit, là, c'est passé quelque chose, là. Je vais regarder un peu ce qui s'est passé. Voilà, le problème, c'est que pourquoi ça continue à pas marcher? Eh bien, c'est parce que mes petits jaunes que j'adore, mes designers, ils ont été formatés aussi dans les écoles de design. Ils ont été formatés à faire dans une discipline. Donc, alors, t'es UX design, t'es experience design, t'es packaging design, t'es machin. Bon. Ils sont formatés. Et donc, cette espèce de nuage-là, qui est la science du design pour tout le monde, pour tous les designers, ben, personne ne la voit. Parce qu'on voit, ah oui, ben, j'ai besoin d'un graphiste, ah ben, j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire l'espace, ah ben, voilà. Et du coup, le besoin s'exprime dans la discipline du design. Et là, on est foutu. Parce qu'en fait, ce qu'il faut exprimer, c'est le besoin en tant qu'être humain. Ça fait 40 ans que je travaille là-dessus. Donc, il y a les designers qui ont décidé de lire mes bouquins, et puis tous les gens comme moi, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, c'est-à-dire des chercheurs qui ont établi des modèles. Donc, nous, on a des modèles. Je vous ai apporté mon dernier livre, je vous le montre. Et puis, si vous voulez, on a... Alors, je peux vous expliquer... c'est déjà un mindset pour les designers de je refuse qu'on me considère comme quelqu'un qui est là pour délivrer un produit. Je suis comme un ingénieur, je suis comme un médecin, j'ai fait des études, je pense, et j'ai des compétences. Donc c'est déjà commencé comme ça. Yes, dear. Okay, so I will ask in English. I hope that I understood everything right. Like I speak 5 words French. I hope that I didn't confuse anything. That's right. Like I would totally agree with you. Like I was just yesterday on on a evening event in Frankfurt, and we were discussing exactly the same topics. How like design further and further divides into like I'm this kind of designer, I'm that kind of designer. And I totally agree with you that we should see those as combined, and it's like also about the coordinating role and having the overview. I think this is what you like. It's more like. I just wanted to ask you directly. Don't you also see this not just in like as the role of like I'm a graphic designer, I'm a product designer, but also like if we are now trying to solve any problem in whatever context, globally, locally, I don't know. Should we also not just try to define ourselves as separate roles in design? Should we then also try, for example, to incorporate all like the positive benefits we want to create in one project? Because I think like this is actually one step further. If I say, for example,
I see so many design projects there at awards and whatever, and they have a focus on ecology, and this is now suddenly a very ecological sneaker or whatever. And then I have that project which had the focus on like the technological aspect of it. Yeah. Shouldn't a good design project like be multidisciplinary as you describe it, but focus on all the positive benefits it could create? Would you agree on that? Like that one good product needs to focus on all of these smaller steps. First, I think you said something about design and good design. So there is in your head some evaluation scheme. You know, you are thinking in terms of how am I going in a way to actually measure what I want to do, which is good because it's a choice. It's an attitude. Which kind of benefits? So you choose the value that you want to create. Actually, don't the users actually, at least in our case, choose the value that we should But create? you know, for instance, there is one word that you don't have in design school usually. It's the word of value. Economical value, as you No, described no, it. Yes, no, yes. no, I'm not talking about Yeah. economical Yeah, value. yeah, I'm also value, for instance, of branding, Mhm. and you know the qualitative, the multi-sensorial value of a good packaging or something. That's very qualitative, and it shows in economics value, and because it's going to sell better. But first, it's a personal value for me as a human being. You see? Yeah. So, if I summarize, after all those years, I tried to be. I was very fascinated by the triangle again. Got my note, but I'm not going to be right. But you have the video. You know, we had the video, which is this is the different type of human design, humanitarian design. Well, I'm sorry, but for me, Maslow pyramid there. Basic, nothing new. With this, what is a designer? Well, I'm a designer in bank. I am here. I'm a designer that is working about, shelter and things like that. I'm here. I'm a designer that is working for food and packaging for food. I'm here. And again, silos. Different type of designers, and it's the industry that define the designer. And for me, this is the first step. This is the operational level of, and it's all about the product or the service you are doing. Okay. We had the last example was very good. I asking a designer for shelter that is better in terms of temperature. Okay, it's a question of product, and it's a question of basic needs. I'm here. Okay. Now we have seen that through the process. In the end, the product is totally different. It's something that is more like that. Have a human being there, a woman in a tent. And I'm starting with her needs. And I know she has higher needs than just temperature. And I'm looking with, so in a way, you have the needs and you have the skills. And design is there. About your skills as a designer, for instance, you are very good about observation, you are very good about empathy.
you may be very good also about thinking, I would say totally, or use holistically, not analytically only, but also holistically. Okay? So, okay, I'm going to start with the human being here, and I'm going to look at, I see they don't have something to eat, so they ask me about shelter, but there is nothing to eat. So, I am going to write another brief, which is starting with the needs. But what I do is, I'm showing you I have other skills than shaping or giving shape or answering your problem, which is not the right problem. For me, as I said about all these loops and things, so what I say for the humanitarian design, I would say the same thing for designers specializing in a health system, for instance. I work in Montreal in research for mental health. So I've been working with a lot of students that specialize in design for, that they are more UX, and they try to develop apps for depression and all mental health and things like that. And I see the same. It's always the same problem. People are going to ask for an app. Okay? Or if you go into any kind of industry, it's going to ask for a thing without knowing that the thing is three-dimensional. And so that I like the triad, and the triangle, and because it's always a question of 2D or 3D, and so for me, I say and something that is really nice now is that we have a world to be reinvented. Okay, so what do we need in the 21st century? Tell me the skills that you think we need to develop. Shall I go back to French? Quelles sont les capacités, les savoirs du 21e siècle qu'il faut développer? On a un monde à reconstruire, on n'a pas les compétences, si on se tourne là, ça va pas, les méthodes du passé, ça va pas. Hein? Comment on reconstruit le monde, puisque de toute façon les méthodes d'avant, ça va plus. Parce qu'on a bien compris que, quelque part, si on est un peu dans des problèmes en ce moment, c'est qu'on a utilisé des méthodes, et puis ces méthodes-là, elles ont abouti à un tel ou tel monde, et ce monde-là, on n'en veut plus. Hein? On veut réinventer un monde. Donc quand je dis on veut... Observation, empathy, une vision globale. Ok. Recherche. Capacité de se poser les questions, d'aller sur le terrain, d'observer, de ne pas partir sur des stéréotypes. Bon, moi j'y connais rien, votre truc, je vais commencer par aller voir. Hein, qui est quand même une manière assez proche qui est utilisée par toutes les sciences sociales et humaines, etc. Mais encore une fois, les gens ne savent pas que les designers font ça. Mais il s'agit d'inventer. Trouvez-moi autre chose. Je comprends pas bien, je crois, la question. Il s'agit de réinventer un monde. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme capacité, comme skills? Oui. C'est communication. Le collectif. Le collectif, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs eux-mêmes de trouver des solutions qui les prennent. D'accord. Donc, il faut développer la collaboration entre les gens et de partage, et il y a plein de choses là-dedans. D'accord. Mais s'il s'agit d'inventer, il vous faut peut-être un peu d'imagination et de créativité, vous ne croyez pas?
Et puis développer des nouveaux imaginaires. Pardon? Donc, il nous faut des nouveaux récits et des nouveaux imaginaires. Voilà, donc on va avoir besoin de créativité, d'imagination, storytelling, mettez tout ce que vous voulez, etc. Hein? Ok? Et puis, on va avoir besoin aussi de capacités relationnelles, de communication. Et ça s'appelle les 4C. En ce moment, c'est un truc, vous savez, les consultants, ils aiment bien ce genre de truc, etc. Non, enfin bon, ça veut dire quand même des choses. Donc ça veut dire que les business schools, etc. Oui. C'est quoi le quatrième? Ah oui, j'ai oublié. Donc parce que alors on va mettre là la recherche, on va le mettre à part. Et oui, donc c'est très important parce que la recherche implique critical thinking, l'esprit critique. Donc c'est l'histoire de l'attente de tout à l'heure. Je vais aller voir, puis finalement je vais faire autre chose. Hein, parce que je m'autorise, quelque part, à transformer le brief. Parce que le problème de l'humain, ben, c'est qu'il est ailleurs. Ou le problème de l'humain, c'était plusieurs besoins ensemble. Et qu'on a voulu le saucissonner encore. Hein. Alors on te fait la casserole pour le machin, la casserole pour le truc, la casserole pour le truc, sauf que déjà elle n'a pas de casserole. Hein. Donc, ce qui est en train de se passer, qui est assez amusant, c'est que les skills qu'on développe dans les écoles du design, ce sont les skills du 21e siècle. Donc c'est très bien qu'on parle de tout ça dans une école. Parce que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que il y a eu un buzz du design thinking et tout le monde s'est dit, nous, le monde du design, on s'est dit, mais faut encore, qu'est-ce qu'ils viennent foutre avec leur design thinking? Nous, on fait du design thinking depuis 40 ans. Pourquoi tout d'un coup, le design thinking, ça marche? Eh bien, c'est parce qu'on a besoin de collaborer. On a besoin de communiquer. On se rend compte que les silos, ça ne marche plus, qu'il faut que, quelque part, hein, et on a besoin de recherche, d'esprit critique et de penser autrement. Donc, on utilise les méthodes du designer, etc. Moyennant quoi, on le fait plutôt mal, parce que généralement, on le fait sans les designers. Ce qui fait que la créativité sera... Tout le monde est créatif, etc. Mais si vous voulez, à un moment donné, faut faire un petit proto, hein, être capable de bidouiller, de faire un échantillon de l'idée, de la rendre tangible d'une manière ou d'une autre. Généralement, quand on n'est pas du monde de l'art et du design, on a un petit peu de mal avec le papier, le crayon et tout ça. Et donc, voilà, vous me suivez toujours, c'est un petit peu un raisonnement de... Je me teste aussi, là, aujourd'hui, quelque part. Parce que je me dis, ça marche pas non plus, puisque des gens comme moi, il y a des modèles scientifiques qui expliquent tout ça. Mon bouquin, on l'a lancé en Inde cette semaine, il y a 2 jours. Donc, si vous voulez, nous, les chercheurs en design, on existe. Il y a les designers et puis il y a les chercheurs. De même qu'en dans toutes les sciences, vous allez voir votre médecin, vous lui faites confiance parce que aussi, derrière, il y a la recherche. Puis là, depuis le Covid, on a compris que c'était compliqué tout ça. Hein, mais il y a une notion de confiance qui se fait. Mais on a dû être très mauvais, nous, les chercheurs en design, parce que la confiance, elle n'est pas là. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, on communique par des bouquins. Donc les designers n'aiment pas trop les bouquins. Et donc, peut-être qu'il faut qu'on redesign mon design, ma manière de raconter les histoires, pour que vous arriviez peut-être, vous ayez la gentillesse d'aller regarder ce qu'on fait depuis 40 ans. Quoi. Enfin, voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, moi je ne sais pas du côté du design. Parce que là, j'ai un peu jeté l'éponge. Je me suis dit, là, ça va bien. Mais je remarque quand même que si je suis là, c'est parce que j'ai des initiatives que je trouve mignonnes et sympathiques et utiles, des designers qui se mettent en réseau, qui sont jeunes, qui... Voilà. Et cette logique du réseau, je la trouve
cohérente par rapport à la logique des 4C, de la compétence, de l'échange, etc. Et aussi je ne suis pas le designer star qui est tout seul, etc. Non, je fais les choses avec les gens. Donc, on a eu ce design thinking. Alors, vous avez sûrement entendu parler de Tim Brown, IDEO et tout ça, tout ça. Des gens avec qui je prenais le petit déjeuner il y a 30 ans. Je dis, pourquoi, tout d'un coup, on n'entend parler que d'eux? Parce qu'il y a eu une cohérence entre les besoins du marché et les méthodes. Et donc, on est là. C'est-à-dire qu'on est dans la dimension tactique du design. On s'intéresse aux méthodes des designers. Alors il y a des bouquins qui sont faciles. Encore une fois, sur un bouquin, je suis désolée, mais où il y a les 100 méthodes du design. C'est pas compliqué. Mais on sent que les gens commencent à comprendre que derrière un produit, il y a un process. There is a way to do things, and not only the product itself. Okay? Mm. Ça va. On est là. Dans les gens qui font bien du design, on est déjà ailleurs. C'est-à-dire qu'on a compris que le design, c'est une culture d'entreprise. Culture d'entreprise, ça veut dire que tout le monde dans l'entreprise a été acculturé au design. Donc, bon courage dans l'humanitaire, avec toutes les ONG que vous avez, parce qu'on n'est pas là. J'ai quand même lu dans les papiers de recherche récents des exemples de designers qui étaient dans des ONG, je ne sais plus quelle agence de l'ONU, je vais faire une erreur donc je ne la nommerai pas, qui était une ONG qui se posait la question de l'innovation. La Croix-Rouge. Et c'était une des agences de l'ONU, mais j'ai oublié laquelle, et qui a utilisé des cours, donc des cours de design. Voilà, il y a eu un cycle pendant 6 mois et on a formé tout le monde. Et donc là, ça devient complètement différent. Parce que ça veut dire que l'entreprise a compris que les compétences des designers vont m'aider à changer bien sûr mes manières de faire, ça je fais déjà un petit peu, mais aussi ma manière de voir le monde, de voir l'extérieur. Et par exemple, on va supprimer vos clusters. Parce que vos clusters, c'est mes silos d'entreprise. Alors un humain, alors, il faut qu'il mange, il faut qu'il se repose. Et où il est où l'humain? Nulle part. Avec un système de ce genre, l'humain, il n'y est pas. Il est très content, hein. On lui a donné un toit, on lui a donné la nourriture, mais où est-ce qu'il est? Nulle part. Donc le système où on va, parce qu'en ce moment c'est la tarte à la crème, hein. Human Center, machin, etc. On fait tout ça. Sauf que on pense que ça suffit d'aller demander aux gens ce qu'ils veulent ou de co-créer avec eux. Non. Parce que vous oubliez un truc, mais votre collaborateur, c'est aussi un humain. Donc quand vous êtes en train de travailler uniquement pour le client, ou le réfugié, ou le migrant, et que vous ne pensez pas en même temps à votre collaborateur, ça ne va pas marcher. Hein. Parce qu'il est un humain aussi, c'est bête. Hein. Et bien les gens qui financent, parce que figurez-vous qu'ils sont des humains aussi. Quelle est la problématique avec le user-centered? Ça peut être très bien centré justement, en fait c'est des perspectives et du coup l'idée de ce que vous êtes en train de dire, du coup c'est d'aborder justement toutes ces perspectives à la fois. Et de pas c'est de dire que le designer est formé
à aborder ces perspectives, mais qu'on ne lui demande jamais. Mhm. Ouais. Parce qu'enfin, un designer qui peut bien faire son boulot, c'est qu'on lui a donné la liberté de créer son propre projet. Le projet que j'ai vu hier avec Rudy Bohr et Pérou, de faire un bateau pour la Méditerranée. Vous avez entendu parler de ce projet qui est porté par Sébastien Montamois, je ne retrouve pas son nom. Il faut chercher Pérou, un bateau pour l'avenir, ou tout ça, qui est un bateau pour les migrants, etc. Bon, ils ont fait ça. Ils ont dit, bon, alors, il nous faut un architecte marin, il nous faut ci, etc. Donc ils ont créé tout un... Et ça fait peut-être déjà un an et demi qu'ils travaillent là-dessus. Et puis maintenant, on essaie de travailler avec 50 écoles du design du monde entier pour essayer d'imaginer tous les usages de ce bateau. Voilà, ils en sont là, ils sont au centre Pompidou de Metz depuis 2 jours à faire 2 jours de workshop créatif sur qu'est-ce que pourrait être le bateau idéal en Méditerranée pour les migrants. Et j'étais avec eux hier soir et j'ai dit, et les financiers sont où? Ah ben non, on verra après les finances. Ben non. Les humains aussi, les gens des finances. Si vous innovez, que vous voulez vraiment innover comme un truc comme ça, faire un bateau pour la Méditerranée, en plus ils veulent en faire 10. Si vous voulez faire travailler 50 écoles du design dans le monde entier, je trouve ça génial. Mais enfin, il faut des sous. Il faut bâtir le projet dans une logique de création de valeur. On voit bien que derrière ce projet, c'est réinventer l'Europe dans sa manière de penser l'accueil des migrants, tout ça. Voilà. C'est pas possible de... Donc, si on veut travailler avec un designer, la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans une école de design. Voilà. Moi, si je résume, hein, voir comment ça se passe, et puis après, on peut commencer à faire les choses. Mais s'il n'y a pas ça, à mon avis, c'est quand même mal parti. La deuxième chose qu'il faut, si vous êtes dirigeant d'entreprise ou dirigeant d'ONG, ou etc., c'est peut-être vous poser la question des gens comme moi. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des modèles qui peuvent me simplifier les trucs, parce que moi, j'y connais rien en design. Voilà. Bon. Alors, nous, on a développé des modèles. Moi, j'ai un modèle qui est très très simple. Il y a 4 carrés, il faut remplir les 4 carrés. Et puis, voilà. Mais ça doit être encore trop compliqué, 4 carrés. Mais est-ce que ça marche? Mais je me soigne. Hein. Pour la prochaine édition du bouquin, on va faire un bouquin designé. Hein. On va vous mettre de la couleur. On va pas faire ça. Parce que là, ça explique, vous savez, ça explique les problèmes que je... Voilà, donc ça c'est un bouquin pour le noir, vous voyez? Et pourquoi c'est noir? Parce que un éditeur, 200 pages sur le design, c'est pas son problème le design. Et voilà un exemple, hein. Avec Sténard, on a dit, voilà, on a fini d'écrire. En plus, c'est un bouquin qui est une conversation, il n'y a rien de nouveau. Voilà, en fait, c'est pas un bouquin de référence que j'ai fait dans les années 2000, c'est pas un bouquin qui nous a pris 3 ans, hein, tout ça. C'est un bouquin de conversation. Et on a fini la conversation, on l'a mis sur LinkedIn, et puis après, il y a un éditeur qui est venu nous voir en disant, je vais en faire un bouquin. Mais l'éditeur, on lui a dit, on peut travailler avec un designer? Ah ben non. 250 pages sur le design, travailler avec un designer? Non. C'est merveilleux quand même. Et vous avez quand même accepté. De quoi? Oui. Oui. C'est pas bien, hein? Ouais. Et donc, pour la version française, il y aura un designer qui sera co-auteur. Et du coup, là, il n'y a plus d'éditeur possible. Parce qu'ils ne veulent pas. Ça va coûter trop cher. Enfin, est-ce qu'on va, une bonne fois pour toutes, se dire qu'il n'y a qu'un seul monde et qu'il n'y a pas les jaunes d'un côté et les noirs de l'autre, en fait? Moi, je vous raconte tout ça, mais j'avais 23 ans quand j'ai découvert le design et je venais des mathématiques. Vous vous rendez compte?
J'étais spécialiste en mathématiques de l'économie, en économétrie, mathématiques de l'économie. Mon premier job, c'était acheteuse au printemps. On me donne le rayon déco. Je suis obligée de raconter ça tous les ans, à chaque cours, quand je vois des étudiants. Donc si vous avez été étudiant avec Brigitte, vous connaissez l'histoire. Mais c'est quand même fou. On me donne un job d'acheteuse et on me donne le rayon décoration. Je sors de... J'étais une excellente élève en mathématiques. Je me suis quand même posé la question 2 minutes, mais pourquoi le rayon déco? Hein? Il y a peut-être... Oui, voilà, elle l'a dit. Mais au moins au printemps, j'étais au printemp, la notion d'homme, femme, etc., au niveau acheteur, ils avaient compris. Parce que la mode, tout ça, ouais. Donc on pouvait être une femme et être acheteuse. Ouais, c'est quand même chouette. Hein. Et ben la réponse est assez simple, mais c'est vous qui allez me la donner. Parce que si c'est pas vous qui me la donnez, ben vous avez bien compris de ce que j'ai raconté. Quelle est la question Pourquoi? Parce que c'est se mettre dans les... Encore une fois, se mettre dans les chaussures du dirigeant qui me nomme alors que je n'y connais rien en décoration, au rayon décoration. Mais lui, il me paye tous les mois, il a une bonne raison pour faire ça. Je précise que j'étais spécialiste en mathématiques. Des questions de rentabilité, je sais pas. Pardon? Des questions de rentabilité. Vous y êtes presque. Là, de Allez-y. comprendre, comment faire plus de profit dans le secteur. Je reviendrai là-dessus. Allez-y, vous y êtes. Je pousse pas. Le printemps, c'est un certain nombre de rayons, on peut avoir la mode, le machin, le truc. Enfin, vous voyez, vous vous baladez dans un grand magasin, vous voyez bien qu'il y a différents étages et qu'il y a des acheteurs à chaque étage. Ah, j'avoue, je peux pas aller plus loin. J'ai déjà tout donné. C'est déjà pas mal. À votre avis, quel était le département qui coûtait le plus cher en stock? Ah oui, forcément. Donc c'était pas du tout pour faire du joli, de la déco, de la coordination entre les rideaux, le machin.